Allez, on commençait à l'évoquer tout à l'heure. Hein. Là, le Sinaï est une péninsule très riche en histoire d'abord, très riche en monuments également. Et qui dit histoire en général dit tourisme. Alors on va parler aujourd'hui de cet aspect-là du Sinaï avec notre invité, Monsieur Simon El Saïr, ex-guide touristique à la retraite. Merci, c'est vrai. Vous avez de la chance d'être à la retraite si jeune. Merci à vous. Simon, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, est-ce que le Sinaï, c'est un des berceaux du monde? Ça, c'est vrai. C'est un berceau du monde, aussi bien que c'est une perle dans l'histoire et la géographie du pays. C'est un berceau car c'est un terrain ou un territoire sur lequel on a eu un passage pour Moïse, pour Abraham, aussi bien que pour Amr ibn al-As, le prophète. C'est une terre, non pas seulement une terre de religion, mais une terre d'histoire. On n'oublie jamais que Abraham, quand il a pris une femme égyptienne, les descendants sont chez nous. Eh bien, c'est une perle. Position géographique, elle est vraiment fabuleuse. D'un côté, vous avez la mer Rouge, d'un autre côté, vous avez la Méditerranée. C'est un territoire qui possède de tout. On a les plages, on a les mines, on a le pétrole, on a le tourisme pour se soigner de ces maladies. Qu'est-ce qui manque? Rien qui manque. Ouais. Alors, après la libération du Sinaï en 1982, dans quel état déjà on a récupéré cette péninsule? On sait que les Israéliens étaient déjà sur place, il y avait déjà des installations, certaines installations hôtelières. Comment nous, on a construit tout ça? Puisque aujourd'hui, une des plages les plus célèbres, par exemple, c'est la plage de Sharm el-Sheikh, alors qu'elle n'était pas du tout dans cet état. Oui. Quel a été le travail qui a été fait? Il y a une évolution superbe. Déjà, si on compte le nombre d'aéroports au Sinaï, c'est incalculable. Presque sur chaque plage, maintenant, on a un aéroport. Celui de Sharm el-Sheikh est devenu un aéroport international. Et on compte Hurghada et partout. Alors le Sinaï, maintenant, il a plus qu'un aéroport, aussi bien à Ras Sedr. On a un petit aéroport, on a un grand hôpital. Le Sinaï n'est pas seulement Sharm el-Sheikh, mais on va dire que Sharm el-Sheikh, c'est le point le plus attirant et le point qui rapporte le plus de dollars à travers son tourisme. Par contre, le travail de l'État était extrêmement bien. Le nombre de routes qui a été rajouté est extrême. On n'oublie jamais les routes internationales qui ont été rajoutées, élargissement des routes, amélioration, aussi bien qu'une ouverture de nouvelles routes, plein de projets qui ont eu lieu grâce aux autoroutes qui ont été réalisées par l'État. Pas seulement tout cela, mais on a aussi le transport en commun, le transport public. À toute facilité aujourd'hui, on peut arriver à tout point au Sinaï. Vous voulez un bus pour aller à Sainte-Catherine, à Sharm el-Sheikh, à Nouéba, à Taba, partout, on a le transport. N'oublions jamais les installations qui ont été réalisées sur place pour loger des gens qui viennent de toutes les provinces pour pouvoir donner des services pour l'infrastructure de ces villes. Alors d'ici qu'on trouve que le Sinaï a progressé, son chiffre d'affaires, il s'est multiplié par des milliers et des milliers, et il est devenu une base pour beaucoup d'Égyptiens, et même une base agricole. Ça, ne jamais oublier. On a une bonne production de légumes et de fruits. N'oublions jamais l'huile d'olive qui est produite au Sinaï, que ce soit à travers El Arish ou autre. N'oublions jamais qu'on a plus que 160 000 hectares de production par des experts bédouins qui sont maintenant dans tous les autres déserts d'Égypte, qui rapportent pas seulement la technologie, mais le savoir-faire, comme par exemple le cantaloupe qui a été maintenant un fruit égyptien d'excellence. Justement, j'allais vous parler de ça. C'est bien que, parce que je ne savais pas que le Sinaï était connu par l'agriculture. C'est qu'il y a des pêches, par exemple, parfois du Sinaï. C'est vrai que j'ai dû acheter dans le marché. Mais est-ce que finalement la péninsule n'est pas trop dépendante du tourisme? Vous avez parlé d'agriculture, mais est-ce qu'on peut la développer autrement? C'est que Sharm el-Sheikh, par exemple, c'est une ville vraiment touristique, où même les habitants qui vivent là-bas vivent beaucoup du tourisme. Est-ce que on peut rêver un jour voir une grande ville égyptienne dans le Sinaï? Bien, voilà déjà, comme un petit début, il faut donner beaucoup de petits projets aux habitants du lieu. À l'exemple de l'apiculture. Avec toutes les herbes qui se trouvent dans ce désert, l'apiculture va enrichir beaucoup de gens et va leur donner une très bonne réputation, surtout qu'on pourrait avoir une qualité de miel exceptionnelle. Et c'est déjà connu mondialement. D'un autre côté, on a la pisciculture.
on peut facilement développer vu qu'on a 2 mers et qu'on a des terrains à un sou. C'est des terrains qui sont libres et qui sont à toute facilité par des gens qui ont l'expertise de nous réaliser des grands projets pour la production des crevettes et les poissons qui sont plus rares que ça. D'un troisième côté, pour l'agriculture elle-même, ce n'est pas une question d'avoir uniquement des fruits et des légumes, mais que le Sinaï qu'il ait une autosuffisance. Et ça, c'est important. Et d'un autre côté, il est très loin de toutes les bactéries et de toutes les maladies qui ont déjà touché d'autres terrains du delta d'Égypte. Ça fait que cette petite production qui se réalise, elle est organique, elle convient très bien au tourisme, elle convient qu'elle soit exportée. Et à la finale, ça nous donne une très bonne réputation qu'on a encore des terrains si purs que ça. Maintenant, est-ce qu'on a d'autres richesses? Oui, on a le pétrole, on a les pierres demi-précieuses. On a par exemple une bonne production pour la turquoise et la pislazuli. Il y en a d'autres mines qui ont été encore découvertes. On a une production pour les minéraux, comme le fer, comme le manganèse, comme quoi encore, fer, manganèse. Ça, c'est les plus célèbres. On a d'un autre côté pour le Sinaï toutes les eaux sulfureuses, comme Hammam Pharaon. On a les bains de sable. Mais est-ce que justement toutes ces richesses sont finalement exploitées comme il faut? Est-ce que aujourd'hui... Le pétrole, oui. Les minéraux, quand même. Les pierres demi-précieuses, oui. On a un grand travail qui s'effectue pas loin de Nouéba. Par contre, le tourisme médical, il est très faible. L'aviculture, pisciculture, l'agriculture, encore à développer. Et d'ici qu'on dit qu'on a encore un grand espace de travail. C'est vrai qu'on a beaucoup réalisé, on a encore beaucoup à faire. Vu qu'il y avait un grand vide, on ne peut pas tout faire en un jour. On a parlé tout à l'heure avec l'invité précédent, justement, que le Sinaï donnait sur la mer Méditerranée, mais également sur le golfe de Suez et le golfe d'Aqaba. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un côté, celui du golfe d'Aqaba, qui est très développé touristiquement, puisque Taba, Nouéba, Dahab, Sharm el-Sheikh sont toutes sur ce golfe-là. Et on a l'impression que de l'autre côté, le golfe de Suez, donc, il n'y a pas beaucoup de développement touristique. Alors, est-ce que c'est dans les projets de l'État de développer également ce côté-là du Sinaï? Ce côté de golfe, Aqaba, non, je ne pense pas. Ce n'est pas à court terme. C'est vrai que la région elle est assez stable, mais quand même, l'État préfère toujours, quand il prend un lieu de travail, de vraiment le développer jusqu'au bout avant de se déplacer ailleurs. La raison, c'est le manque des moyens pour en réaliser une infrastructure, pour en faire des routes, pour tout enraciner, c'est assez coûteux. Et d'ici, c'est un projet après l'autre. Et de là qu'on préfère toujours redévelopper d'une façon verticale qu'une façon horizontale. Et de là qu'il va avoir quand même un certain moment pour quitter cette région et développer d'autres. Oui, mais à force de développer la région dont Nabil parle, donc Sharm el-Sheikh et toute cette ligne-là, on a l'impression que c'est devenu du béton. C'est-à-dire que quand on va aujourd'hui dans les plages qui se trouvent là-bas, il n'y a plus du tout de beauté à l'état pur et sauvage comme ça l'était autrefois. Pourquoi on n'essaye pas justement de se décaler et d'ouvrir un petit peu plus, de faire des constructions de l'autre rive? Bon, je vais vous dire, déjà, d'un côté, il y a eu des erreurs dans le temps, dans le travail, car on a donné l'autorisation de faire des constructions toutes proches de la mer, ce qui a rendu les plages assez brefs, assez courtes. Et on a donné aussi un droit d'usage de ces plages, malgré la loi qui donne les plages au public. Et d'ici que quand on est sur les routes, on ne voit plus la mer comme avant. Par contre, ça a été poussé par la chaîne internationale, car au début du développement, l'Égypte n'avait pas l'expertise nécessaire pour rendre ces lieux en peu de temps assez mondiales. Et de là que quand les chaînes internationales se sont installées, ils nous ont imposé leurs lois en disant qu'ils veulent être devant la mer et la conserver à l'usage de leur clientèle. Et d'ici qu'on trouve que les villes se sont installées d'une façon comme si c'était un enclos où... Oui, exactement. Voilà, ça nous a bloqués. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. On est supposé aujourd'hui de réserver les plages à l'usage public et que les hôtels soient assez loin et de donner plus d'espace et d'ouvrir plus de lieux. Je ne pense pas que l'État a ces projets à court terme, vu la baisse du tourisme dans ces régions, et de là que les investissements étrangers
dans ces lieux se sont affaiblis, plus qu'on a aujourd'hui un taux d'intérêt assez haut sur la livre égyptienne, et comme ça que les investisseurs préfèrent placer leur argent dans les banques que dans des projets, et ceux qui ont les idées ne vont jamais prendre un prêt bancaire à des intérêts pareils, vu le tourisme qui n'est plus donateur de devises comme avant. Donc il n'y a pas de risque en fait que les côtes du Sinaï deviennent un petit peu comme la côte nord où on voit des villages qui se succéder Non, sans cesse. Ça ne serait pas le cas. Ouais. C'était juste pour les débuts qu'ils l'ont autorisé d'une façon à avoir un noyau de clientèle et un noyau d'investisseurs. Mais après ça, non. Les plages seront de plus en plus larges et on repère ça dans les nouveaux sites qui ont été ouverts. Ils donnent toujours, par exemple, avant c'était 100 mètres ou 150 mètres. Aujourd'hui, il y a pas mal de lieux, jusqu'à 300 mètres, on ne peut pas s'approcher. Ça reste toujours un sable jaune conservé et loin de tout. La péninsule du Sinaï, c'est surtout le sud qui est développé et c'est le sud que le public connaît le plus. On sait que le nord, eh bien évidemment, il y a une instabilité politique, il y a énormément de groupuscules terroristes qui sont cachés. Mais est-ce que sur le plan de la richesse, je ne sais pas, peut-être historique ou géographique, ou histoire, oui, plutôt historique, est-ce qu'il y a aussi quelque chose à voir de ce côté-là? Bien sûr, parce qu'on n'oublie jamais que dans le nord, on a eu le passage de la Sainte Famille. Dans le nord, on a les palmeraies. Alors, les palmeraies du Sinaï sont d'une célébrité extrême. Ils ont une qualité de date très connue. C'est une qualité encore d'exportation qui se conserve, qu'on trouve nulle part ailleurs. Et en plus que l'Égypte n'est pas un État vraiment pour ses huiles d'olive assez célèbres, vu la salinité du sol de notre désert, vers Vallée Natroun et autres. Par contre, on a peu de salinité pour la région de l'Arish et autour. Et de là qu'on a une qualité d'huile d'olive qui ressemble à celle de l'Italie et de la France. Et comme ça qu'on dit qu'on a un développement réel qui peut se faire pour cette production, et aussi bien pour les voyages religieux qui aiment bien faire cette traversée et être sur les pas des trois religions abrahamiques qui ont traversé cette zone. Par contre, pour faire un tourisme au bord de la mer, ce n'est pas le moment, car la clientèle qui vient, elle aime bien la plongée, qui n'est pas disponible vers la Méditerranée, mais qui est plutôt vers la mer Rouge. Ouais. Et d'un autre côté, on a ceux qui aiment les aventures. Alors l'aventure, ce que je veux dire avec ça, le désert, les 4x4, faire par exemple des quads, tout cela ne se fait que dans le côté du sud. Encore, les touristes aiment bien les réserves naturelles. On trouve Ras Mohammed et d'autres toujours vers le sud, qui sont bien recherchés. Alors l'obstacle est là, c'est par le désir et le vouloir du visiteur par rapport aux moyens de chacun de ces deux côtés-là. D'ici qu'on dit que la partie du nord du Sinaï pourrait se développer plutôt pour les Égyptiens que les étrangers. Ça serait plutôt un tourisme pour nous dans le futur, surtout que tous les alentours conviennent à notre style de vie et nos habitudes. Vous avez parlé justement de réserves naturelles aujourd'hui. Est-ce que on peut garder ces réserves tout en développant à outrance le tourisme et tout en développant par exemple justement ce que vous avez dit tout à l'heure, les 4x4, les quads, etc. Est-ce qu'on n'a pas intérêt surtout à préserver la faune et à être un peu plus écologique dans cette zone-là, dans ces zones-là? Oui, ça c'est vrai. Parce que le début du tourisme, il a été destructif à la faune et flore de l'Égypte. Absolument. Ça c'est bien clair. Et on a des lieux qui n'existent plus à nos jours. Par contre, avec le temps, les employés du tourisme, avec l'État, tous les deux se sont développés ensemble. Ceux qui travaillent dans le tourisme ont bien compris qu'ils ont un grand rôle, et non pas un petit rôle, pour la conservation. Et c'est eux maintenant qui sont des vrais protecteurs. Aussi bien que l'État a développé des organisations pour la conservation et expliquer aux gens comment conserver ces lieux. Et ça marche. Ouais. Et d'ici que pour le futur, ça ira. Pour le présent, on est bien. Et quand on regarde les 4x4 ou autres, on les dirige plutôt vers des lieux qui sont rocheuses, montagneuses, sablonneuses, désertiques, mais loin des réserves et loin des lieux où on trouve les hiéroglyphes et les symboles mentionnés sur les montagnes. Maintenant, c'est protégé et on a des conservateurs pour tous ces lieux. Alors, c'est de mieux en mieux. Alors ça, c'est ce qui concerne plutôt la faune, oui, mais et la flore. Je sais que pendant très longtemps aussi,
les stations balnéaires de Sharm el-Sheikh, Neama et le golfe de Neama et tout ça ont souffert justement beaucoup de corail qui a été arraché, on sent que ça recule en fait dans la mer. Il y avait des coraux beaucoup plus proches. Est-ce que là aussi, aujourd'hui, l'État fait quelque chose concernant cette préservation? Oui, ça a changé. Maintenant, si par exemple quelqu'un veut construire un hôtel proche d'un de ces lieux, par contre, il y a beaucoup de restrictions, comme pour la réalisation d'une plage qui le concerne, comme faire une passerelle qui ramène le client après les coraux, comme ça a été maintenant photographié et filmé, et on a presque tous les mois des gens qui traversent pour être sûrs qu'il n'y a pas eu de travaux dessus. C'est bien protégé. Aussi bien que même les Bédouins qui avaient l'habitude de faire la chasse, comme pour les animaux, la gazelle ou autre, on n'a plus ces pratiques. On a maintenant de la viande, on a de tout, d'une façon qu'il reste aussi la vie animale et les oiseaux à leur état. Alors d'un côté, les coraux sont protégés et la vie aussi bien animale, elle est bien protégée. Alors ça va. Le président Abdel Fattah el-Sisi avait apparemment un projet qui existait depuis longtemps, c'est celui de construire un pont entre le Sinaï et la péninsule arabique. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, ça peut développer le tourisme? Parce qu'il y a des gens qui disent que peut-être aussi que ça va amener une clientèle qui n'est pas habituée à Sharm el-Sheikh et que certains touristes européens ne vont plus venir à cause de ce pont. En fait, le projet du pont, il date depuis longtemps. Depuis longtemps, et absolument. C'était pour des raisons de pèlerin, de pèlerinage. Et c'est la Jordanie qui a fait l'obstacle à la réalisation du projet, vu que tout le tourisme qui venait de l'Afrique traversait la Jordanie. Et aujourd'hui, quand on va faire ce pont, il va faire, bien sûr, moins de frais aux Égyptiens pour arriver à la Mecque et moins de frais pour les Africains, aussi bien qu'on va gagner du temps. Alors, c'est une décision politique parce qu'on sait très bien qu'économiquement, elle est parfaite. Il manque la décision que les politiciens se mettent d'accord que ça y est, c'est fait. Allez, on ne va pas prendre de risques, nous. Hein, on va pas, c'est politique. Donc, merci beaucoup, en tout cas, Simon, d'être passé nous voir. Je rappelle que vous êtes un ancien guide touristique et donc vous nous avez parlé du Sinaï. Merci beaucoup. Merci à vous. Et avant de vous quitter, on va tout de suite regarder ensemble un dernier sujet qui concerne la richesse minérale et géographique de cette région de l'Égypte, la péninsule du Sinaï. Comme on le disait avec notre invité, c'est un territoire qui est très riche en minerais, notamment de cuivre et de turquoise, qui furent découverts d'ailleurs par les pharaons. On regarde tout de suite ce sujet qui est signé Shamsiné.